souhaitons la bienvenue dans ce bel espace de l'IRCAD, donc centre de recherche, qui allie merveilleusement technologie, chirurgie, un bel exemple de l'excellence à la française. Alors, nous allons partager avec vous, je l'espère en tout cas, un bon moment sur un sujet important pour vos entreprises, sur le thème « Booster la performance de votre entreprise grâce à une bonne gouvernance ». Voilà, alors nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous. Je prendrai un temps pour présenter nos intervenantes et nos intervenants. Et en tout cas, nous avons une promesse à vous faire. C'est qu'en sortant de cette salle aujourd'hui, notre modeste ambition, c'est de vous donner les clés pour répondre à aux questions. À quoi sert cette fameuse gouvernance dont on parle tant dans ces entreprises? Pourquoi elle devient incontournable dans un monde qui change? Et enfin, comment faire? Comment pouvons-nous mettre en place ces gouvernances dans les entreprises? Et pour entrer directement dans le vif du sujet, nous vous proposons de visionner ensemble une vidéo dans laquelle des entrepreneurs témoignent en fait sur les freins, pourquoi en fait ils avaient quelques réserves sur la mise en place de ces gouvernances. Et je vous présenterai ensuite nos intervenantes et nos intervenants. Sensation de perte de temps, perte de souveraineté, perte de confidentialité. On ne s'était jamais posé la question de pouvoir avoir des administrateurs indépendants ou des gens qui pourraient nous challenger sur les sujets. Et on n'imagine pas que des gens extérieurs qui ne sont pas dans l'industrie et dans notre cas, industrie automobile, puissent comprendre nos problématiques. J'avais des craintes sur le feeling, ça veut dire que ça se passe bien, qu'il y ait vraiment un niveau de relation. Il faut juste avoir le réflexe régulièrement de préparer. On s'attache à avoir une image valorisante à l'extérieur de l'entreprise, donc c'est aussi un frein de se dire qu'on va aller exposer nos problématiques à des gens extérieurs. Il y avait longtemps que je voulais mettre en place ce type de démarche. Simplement, ce n'était pas du tout dans notre culture d'entreprise de faire intervenir des gens de l'extérieur dans son fonctionnement. Et pourtant, on a conscience que le dirigeant est souvent très seul. J'ai envie d'être moins seul, donc comment je m'organise? Je précise que cette vidéo a été développée en fait dans le cadre d'un partenariat entre l'APIA et BPI-France. Alors sans plus attendre, je vous présente maintenant nos intervenantes et nos intervenants. Donc Solange Dufour, qui est donc administratrice indépendante, évidemment membre de l'APIA, que nous vous présenterons juste après, qui a une expérience de 8 ans dans la direction générale d'une PME, qui est également administratrice de Réseau Entreprendre 92. Elle est également administratrice certifiée IFA. Michel Nicolas, à qui je repasserai la parole juste après pour nous parler de l'APIA, qui est président de l'APIA, qui est également président du groupe de transport Nicolas, membre de différents comités stratégiques, également administrateur indépendant. Et puis je présente, même si vous le connaissez tous et toutes, Olivier de la Chevannerie, donc dirigeant fondateur de Sigmatel, et également président national de Réseau Entreprendre. Et je termine avec Jean-Luc Biache, donc entrepreneur, investisseur, membre de l'APIA et mentor d'entrepreneurs à l'IME. Alors pour rebondir sur l'introduction vidéo que nous venons de visionner ensemble, je m'adresse en premier lieu à Olivier. Olivier, je crois que tu as une expérience singulière à partager avec nous sur l'histoire de la gouvernance chez Sigmatel. Bonjour à tous, alors c'est de nouveau un grand plaisir de vous voir. Avant de vous parler de l'histoire de Sigmatel et de sa gouvernance, je voudrais qu'on s'entende sur l'étymologie. C'est-à-dire que, vous savez, chez Réseau Entreprendre, on parle des 3 pouvoirs de la gouvernance. C'est-à-dire que la cible idéale des 3 pouvoirs de la gouvernance, c'est que j'ai un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de l'opérationnel, le pouvoir du directeur général. Voilà. J'ai le pouvoir de l'actionnaire, le pouvoir souverain, c'est celui qui décide, et puis le pouvoir de surveillance. Vous voyez, la gouvernance idéale telle qu'on la voit chez Réseau Entreprendre, c'est les 3 pouvoirs séparés, exécutif, souverain, et puis de surveillance. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que dans l'histoire de Sigmatel, l'entreprise que j'ai créée en 2004, bien sûr, j'ai commencé par ne pas faire ça, c'est-à-dire de faire comme tous les créateurs d'entreprises, c'est-à-dire que j'avais en moi les 3 pouvoirs. C'est-à-dire que j'avais décidé que je serais l'opérationnel, que je serais l'actionnaire, et que personne n'avait besoin de me surveiller. Et donc, je prenais de moi-même le pouvoir de la surveillance. C'est-à-dire que les 3 pouvoirs, quand j'ai créé ma société, je les ai rassemblés en moi. Voilà, Superman. Voilà. J'avais décidé, alors j'avais un parcours avant dans les grands groupes, bien sûr, où on apprend plein de bonnes choses. Et j'estimais qu'en créant ma société,
de toute façon, je savais faire. Et donc, j'ai emmené avec moi une quinzaine de personnes, mais en ayant toujours, en gardant en moi les 3 pouvoirs. Donc, ça a plutôt bien marché, puisque on a notre premier exercice de 18 mois, on a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous étions déjà 40. Et puis, la deuxième année, alors oui, je ne vous ai pas dit dans quel métier nous étions, mais nous travaillons dans les métiers de l'énergie, à la fois les services et les travaux. Alors, ça a pas mal évolué en 15 ans, mais en gros, voilà, les services et travaux dans l'énergie. Et donc, première année, premier 18 mois, 4 millions d'euros, 40 personnes, voilà, et ça me conforte dans l'idée que je dois garder tous les pouvoirs, parce que vous avez vu comment j'y arrive quand même, hein, je suis quand même pas mauvais. Et puis, deuxième année, donc, en fait, ça continue toujours sur le même rythme. On fait le deuxième exercice, 7 millions d'euros, nous sommes 70. Et en fait, je continue à être l'homme de la situation, sauf que là, je dois commencer à faire mes comptes. Et là, alors je vais pas faire de trop de technique, mais le besoin en fonds de roulement de l'entreprise était quand même assez important. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à trop progresser, sans financer mon besoin en fonds de roulement, eh bien, sans le voir, j'étais en train de partir dans le mur. En fait, comme je suis assez engageant, j'avais réussi à négocier auprès de mes banques 1 million d'euros de lignes, hein, donc pour une petite société, hein, puisqu'on avait un capital de 250 000 euros. Je négociais 1 million d'euros auprès de mes banques en disant, voilà, ça me suffira. En fait, la troisième année, j'avais dépensé 960 000 euros de toutes ces lignes, quoi. Donc j'étais à fond des lignes. Hein. Ça veut dire que si je dis je paye mes salaires, ça veut dire que mes fournisseurs, je ne les paye que quand mes clients me payent. Vous voyez, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire que j'avais dans un tiroir les factures fournisseurs, les chèques, et dans mon tiroir, il fallait que je mette les chèques de clients. La situation est devenue ingérable à titre personnel. Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est le corps qui a cédé. Je me suis retrouvé un dimanche matin, je me souviens, le 26 septembre 2007, et hospitalisé. J'ai eu une méningite, voilà, tombé direct, emmené aux urgences, voilà. Voilà, alors je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, voilà, chacun a ses limites. Voilà. Personne ne me l'avait dit, mais c'est normal. Je me surveillais moi-même. J'avais le pouvoir de l'actionnaire et j'avais le pouvoir exécutif. Donc, je faisais tout. Donc, voilà, me voilà à l'hôpital. Bon, et pour une méningite, alors bon, c'est assez embêtant. Sauf que moi, j'avais une boîte à faire tourner. 48 heures après, je signe quelque chose à l'hôpital pour rentrer chez moi. Parce que moi, la boîte, sans moi, elle ne tournait pas, quoi. Et donc, j'aurais dû être arrêté, parce qu'il fallait se reposer, etc. J'ai pas pu, pour différentes raisons, parce qu'il fallait faire tourner le truc, quoi. Et j'étais tout seul, quoi. Voilà. Et puis, voilà, à ce moment-là, on se dit, là, c'est trop, quoi. C'est trop, qu'est-ce que je fais ? Et puis, bon, bien sûr, ma femme me dit, mais c'est ça ton projet, quoi. Ton projet, c'est de bosser tout le temps, de tomber malade, et là, tu es en train de me dire que tu vas te déposer, quoi. C'est ça ton truc, quoi. Bon, alors, voilà. Et tout ça, en fait, si je vous raconte ça, c'est pas pour me plaindre, hein, au contraire, parce que maintenant tout va bien, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, à ne pas avoir travaillé sur ma gouvernance, j'allais droit dans le mur. Et puis, en fait, on n'est pas des imbéciles, donc j'ai réfléchi à tout ça, et donc, et puis j'ai rencontré des gens intéressants, et qui m'ont dit, en fait, ton problème, c'est que tu es seul. Hein. Alors, je ne connaissais pas Réseau Entreprendre, enfin, je connaissais pas, si je connaissais, mais je n'étais pas accompagné par Réseau Entreprendre, on en reparlera après. Et donc, en fait, j'étais seul. Et donc, je me suis penché, finalement, sur ces 3 pouvoirs. Et je me suis dit, déjà, au niveau de l'exécutif, voilà, je suis tout seul. Donc, déjà, bien sûr, j'ai recruté une DAF, j'ai recruté un DRH. On était 100, hein, donc il fallait bien, voilà, donc j'ai recruté, voilà, je me suis dit, l'exécutif, voilà, on va déjà l'organiser, quoi. Mais ça ne suffisait pas. L'idée de la gouvernance, c'est que on peut être PDG, c'est un super titre, quoi. Voilà, c'est simplement un titre extrêmement casse-gueule. Et en fait, ce que j'ai fait, j'étais plus loin que ça. PDG, j'ai séparé les deux, président et directeur général.
j'ai regardé les deux postes et j'ai pris celui que je préférais. Et donc, je me suis mis président et j'ai recruté un directeur général. Et quand on reprend ça, cette histoire par rapport aux trois sphères de la gouvernance, c'est-à-dire la sphère de l'opérationnel, de l'actionnaire et puis de la surveillance, en fait, on se rend compte que sans le savoir, j'ai géré l'exécutif, c'est-à-dire que j'ai mis quelqu'un à l'exécutif, voilà, j'ai séparé le pouvoir exécutif et je me suis mis dans le pouvoir de l'actionnaire, de celui qui décide, le stratège. Vous savez, là, le rôle du pouvoir exécutif et opérationnel, donc j'en parle beaucoup avec mon directeur général, c'est j'élabore la stratégie. Voilà. Et je la présente à l'actionnaire. Et l'actionnaire, lui, il est majoritaire, il décide de la stratégie. Voilà. Et donc, en fait, on a... les débuts étaient en place. Voilà. Les débuts de Sigmatel étaient en place sur la bulle exécutive et la bulle de l'actionnaire. Donc, j'ai continué à avancer comme ça. Nous étions 250 et ça avançait. Et puis, j'ai rencontré quelques problèmes capitalistiques. Voilà. Parce que quand il faut remettre de l'argent dans la société... il faut en trouver. Voilà. Et moi, j'en avais pas plus que ce que j'avais dans la société. Et donc, je me suis dit, mais comment se fait-il que j'ai encore des problèmes ? Qu'est-ce que c'est que ce sujet où j'ai tout le temps des problèmes Je n'arrive pas à finalement prendre le recul qu'il fallait. Et bien sûr, j'ai réfléchi au conseil de surveillance. Et c'est pour ça que j'ai mis, donc là, on en est à la 4e année, j'ai mis en place un conseil de surveillance. C'est-à-dire que le conseil de surveillance, c'est le 3e pouvoir, c'est des gens indépendants. Alors, je suis aidé par Antoine Maillot, qui est un des maîtres de l'organisation des conseils de surveillance. Il appelle ça le grand C, avec des gens, un sachant, alors un administrateur indépendant, on en reparlera après, et puis des gens de la filière, enfin des gens, en fait des industriels de la région de Nantes, parce que ma société est dans la région de Nantes, qui m'aident en fait à réfléchir à l'avenir de l'entreprise, à mon propre avenir, à la question. Et donc vous voyez, aujourd'hui, donc là, ça fait 4 ans que c'est en place, eh bien, j'ai une gouvernance équilibrée avec ces 3 pouvoirs. Alors, on va dire, mais ça a marché pour Sigmatel, pourquoi ça marcherait pour les autres, en fait ? Aujourd'hui, j'en ai acquis une philosophie. C'est-à-dire que je pense que l'objectif de ces 3 pouvoirs séparés dans une société, pour moi, c'est un objectif très important. Pourquoi, en fait, alors, bien sûr, on a une porosité des pouvoirs. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même été opérationnel pendant presque 10 ans, enfin 8 ans, et donc il y a une porosité avec le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que mon DG prend de plus en plus d'importance, mais globalement, il y a certains sujets sur lesquels qu'on partage ou sur lesquels je suis un peu plus incisif, quoi. Mais globalement, l'équilibre est bien respecté. L'important de cette organisation et de cette gouvernance, c'est que en fait, elle ne vous appartient plus. Et là, on rentre dans un sujet, j'en terminerai là-dessus, on en reparlera après, mais dans un sujet qui est pour moi très important, c'est-à-dire que j'ai plaqué une gouvernance sur mon entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est plus Olivier de la Chevannerie, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en gros, l'entreprise a une gouvernance. En gros, aujourd'hui, avec la gouvernance telle que je l'ai mise, elle est figée, elle est collée à l'entreprise. Après, il n'y a plus que les hommes à changer. C'est-à-dire que moi, si je m'en vais, il y a la gouvernance de l'actionnaire. Il faudra que je vois à qui je cède mes actions. Je vous donne une info. Je demande j'ai un fils qui est invité au conseil de surveillance. Donc voilà, il est actionnaire un petit peu de la société. Donc j'essaye de savoir s'il ferait un bon actionnaire. Donc il vient au conseil de surveillance. Vous voyez, au niveau de l'exécutif, j'ai un directeur général qui prend aujourd'hui pas mal d'importance, qui va sans doute passer président. Et je serai président du conseil d'administration. Et donc pareil, si ça ne va pas avec lui, on changera et puis on mettra un autre directeur général. Et puis dans l'actionnaire, dans la décision, en fait, dans la sphère de la décision, c'est pareil. Je ne suis pas indispensable, quoi. Et pour moi, c'est devenu tellement facile. Depuis que j'ai mis ça en place, en fait, je n'ai plus de soucis. Si je tombe malade, l'entreprise tournera très bien. Si j'ai un problème à l'exécutif, je saurai le régler. Je serai clair sur les rôles de chacun. Voilà. C'était alors, c'est pas obligatoirement la trajectoire qu'il faut que vous ayez tous, mais je veux dire qu'aujourd'hui, de se dire que la cible, c'est d'avoir une gouvernance équilibrée, moi, honnêtement, je le vis beaucoup mieux et je trouve que c'est beaucoup plus sain et ça rassure à la fois les salariés,
parce que les salariés savent qu'avec cette gouvernance, les salariés savent qu'il y a un conseil de surveillance, donc ils savent que si j'ai un souci, il y a une surveillance. Ça les rassure aussi parce qu'ils ont un directeur général qui n'est pas le créateur de l'entreprise, mais ils savent que moi je suis dans la sphère d'à côté. Vous voyez, tout ça rassure tout le monde, les salariés, les banquiers, les clients. Voilà. Je trouve que c'est la situation de gouvernance idéale. Merci Olivier pour ce témoignage. Alors c'est un cadeau de Noël singulier en fait qui t'a été fait finalement. Et effectivement cette gouvernance équilibrée finalement c'est ça au final qui a été mis en place dans ton organisation. C'est exactement ça. Parfait. Merci encore. Je passe maintenant la parole à Jean-Luc. Donc Jean-Luc, en fait, on souhaitait aussi partager avec toi l'expérience soit vécue, soit observée auprès de startups que tu accompagnes au quotidien. Merci Alain. Je dois dire que c'est assez impressionnant de se retrouver face à une telle densité d'entrepreneurs. Ça donne de la force par tout ce que ça dégage. Alors, sans rentrer directement dans le vif des startups, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu, par mon expérience, participer à des organes de gouvernance de PME, de TI et de start-up. Mais sur les start-up, j'ai jamais eu la chance, jusqu'à présent, d'accompagner une société qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros ou qui est rentrée en bourse. Il y en a beaucoup là qui ont levé plusieurs centaines de millions d'ailleurs ces derniers jours en France. Donc mes propos, ils sont plus axés sur les spécificités des start-up par rapport aux PME et aux ETI, et sur la situation des startups dans leur phase initiale de lancement ou post-première levée ou deuxième levée de fonds. Alors si je vous raconte un peu ma vie, ma première expérience de gouvernance, finalement, je l'ai vécue quand j'étais, il y a une quinzaine d'années, président et actionnaire majoritaire d'une société, d'une PME, une ESN de près de 100 personnes à l'époque, et je venais de racheter les parts de mon associé. Donc je me suis retrouvé président de cette société, actionnaire majoritaire, et avec, autour de moi, une dizaine d'actionnaires externes, et puis des managers. Et comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, j'avais tous les pouvoirs. On a quand même mis en place une sorte de reporting trimestriel, une réunion trimestrielle qu'on a pompeusement appelée à ce moment-là comité stratégique. En fait, c'était simplement une réunion de reporting. Et c'était une réunion de reporting où on expliquait les comptes, la situation de la société, notamment aux représentants des actionnaires externes. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, ça pouvait être utile, parce qu'on s'est fait challenger par les représentants des actionnaires externes qui posaient des questions et qui, finalement, nous faisaient réfléchir. C'était ma première expérience de gouvernance. C'est une petite pour l'instant. Et la deuxième, c'est après, en 2011, quand j'ai fusionné ma société avec une autre PME du même secteur, une autre ESN, qui était un peu plus grande, et on a mis en place une organisation avec 6 associés principaux, et on a fait une belle croissance. C'est devenu une ETI, une société qui s'appelle Talan, T-A-L-A-N. Et en fait, là, c'est la même histoire. On était 6 associés principaux qui avions tout le pouvoir exécutif, actionnarial. Et on a dû mettre en place un organe de gouvernance, un comité stratégique, lorsqu'un fonds est rentré dans le capital en 2016. Avec ce fonds, on a mis donc en place ce board, dans lequel on a rajouté des administrateurs indépendants, mais en réalité, ça a été encore un organe finalement de reporting. Et pas, comme on va pouvoir le voir par la suite, un board avec de la vraie valeur ajoutée qui soutient les dirigeants. Alors depuis 3 ans, il y a 3 ans, j'ai quitté les fonctions opérationnelles de cette ETI, je reste un des actionnaires, et je me consacre à des investissements dans des PME et des startups notamment, et je participe à l'accompagnement de ces sociétés par le biais de mentorat ou par le biais de présence dans des boards. Alors, quand on parle de start-up, en fait, toute société qui se crée n'est pas une start-up, même si c'est un peu une tendance aujourd'hui. Quand on crée une boîte, on se dit j'ai créé ma start-up. Mais en fait, une start-up peut se caractériser par 3 points principaux. Le premier, c'est l'ambition. Dès le début, vous devez avoir une ambition globale parce que sinon vous ferez vite doubler. Le deuxième, c'est qu'en fait, une start-up, c'est innovant. Il faut que vous disruptez votre marché.
d'une façon ou d'une autre, que ce soit technologique ou autre. Et le troisième point qui caractérise la start-up, c'est la vitesse. Vous pouvez avoir les deux premiers. Si vous n'allez pas vite, vous allez vous faire doubler à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Vous pouvez en être sûr. Et en fait, l'organisation de la gouvernance des start-up, dans leur phase initiale, elle est représentative de ces points. Les dirigeants sont au four et au moulin, ils ne savent pas où donner de la tête, et ils se concentrent sur les tâches opérationnelles pour développer la société. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est qu'ils vont faire rentrer un premier fonds qui, lui, va leur imposer une gouvernance. Et c'est un choc de culture à ce moment-là. Vous avez d'un côté la norme, la finance, et de l'autre côté, une société avec des dirigeants qui n'ont pas du tout cet ADN. Et donc ce que j'ai pu constater, et on pourra en parler par la suite par des exemples, c'est que les startups qui ont mis en place une gouvernance, un board, on l'appelle comme on veut, un comité stratégique, dès leur phase initiale, vivent beaucoup mieux les différentes étapes de leur croissance. Merci. Merci Jean-Luc pour cet éclairage start-up. Et nous aurons le plaisir de revenir vers toi sur tous ces sujets au fil des échanges. Alors, on va partir du principe qu'ici, tout le monde connaît Réseau Entreprendre, peut-être un peu moins l'APIA, dont vous avez un peu entendu parler dans cette introduction. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Michel Nicolas, donc président de l'APIA, afin qu'il nous présente à la fois l'organisation, les missions et les particularités de l'APIA. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Michel Nicolas, je suis président de l'APIA. Alors, APIA signifie administrateur professionnel indépendant associé. Tous les termes ont leur importance dans la définition même de ce que l'on souhaite, ce que l'on développe. Alors, APIA, c'est une association de 200 membres. On exerce 300 mandats dans 35 secteurs différents et nous avons 25 partenaires qui nous accompagnent. APIA a vu le jour en 2004. Ce sont des entrepreneurs à l'origine lyonnais qui, persuadés qu'avec une gouvernance ouverte, une gouvernance organisée, les sociétés avaient plus de chances de développer à la fois leur performance et leur pérennité. Au niveau du réseau APIA, nous sommes positionnés en région Île-de-France, donc sur Paris, à Lille, donc dans les Hauts-de-France, en Normandie, dans la région Grand Ouest, avec un pôle important sur Nantes et Angers, et nous sommes en train d'ouvrir également un site à Rennes, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Marseille, je vois que quelqu'un suit la carte de France, et également donc en Suisse. Malheureusement, aujourd'hui, c'est sûr que nous ne sommes pas représentés pour l'instant en Alsace. Nous avons la volonté de vouloir combler ce manque, mais ce sont des choses qui sont en train de se décider. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, nous avons un bureau national qui pourrait correspondre, si je fais le parallèle par rapport à nos entreprises, notre bureau national, ça va être notre CODIR, avec nos présidents de région. Et puis, on a un conseil d'administration qui est constitué de 7 membres APIA et de 2 partenaires. On fonctionne de la façon suivante. Au niveau d'APIA, l'objectif, c'est justement de promouvoir et de professionnaliser ce rôle d'administrateur indépendant à travers plusieurs actions. Une des actions majeures par rapport aux membres APIA, c'est d'organiser ce qu'on appelle des auto-formations. Et ces auto-formations sont développées par des membres APIA ou par des partenaires ou par des personnes extérieures sur des thèmes qu'on vient d'expliquer, donc Olivier, des thèmes qui sont faits par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, plutôt des patrons de PME, puisque notre périmètre d'action, ce sont des PME et des ETI familiales. Pour les personnes qui connaissent un petit peu les organismes nationaux de la gouvernance, vous avez également l'IFA, mais l'IFA qui est plutôt positionné grandes entreprises et ETI grands groupes. Nous, on est vraiment dans le monde de la PME et de l'ETI familiale. Nous réalisons donc des auto-formations sur des thèmes qui peuvent être le crash test de l'entrepreneur, et à partir également de nos productions écrites, puisqu'on écrit donc ce qu'on appelle des cahiers APIA. Et par rapport à ce que vient de nous dire Olivier, par exemple, on a un cahier APIA qui est l'indisponibilité du dirigeant. En parler, ça ne fait pas mourir. En revanche, mettre en place une gouvernance. Alors, il ne faut pas que le terme fasse peur. Une gouvernance, c'est mettre un cadre. Après, on l'appelle comme on veut. C'est un conseil d'administration, c'est un conseil de surveillance, c'est un comité
un comité ad hoc, peu importe les termes, il ne faut pas que ce soit le thème qui nous fasse peur. Ensuite, autour de ces auto-formations et de ces cahiers, on organise des rencontres avec un certain nombre de partenaires, des carrefours, où on invite un certain nombre d'entrepreneurs dans nos régions, ce qui multiplie également le nombre de membres APIA. Également, on organise tous les ans ce qu'on appelle un rendez-vous APIA. Cette année, nous le faisons donc au mois de décembre, donc à Paris, autour du sujet justement de la gouvernance dans tous ces États, à la sortie de la période. Enfin, on va penser à la sortie de la période dans laquelle nous sommes tout de suite. Et on considère que la mise en place de tous ces outils nous permettent d'être plus forts par rapport aux enjeux que nous avons dans le cadre de nos relations commerciales, économiques, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de PME, ETI. Merci. Merci Michel. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'APIA, donc Michel sera encore disponible avec bien nous sûr. une partie de la journée. Donc souvenez-vous, quand on a ouvert cette table ronde, on vous a fait un certain nombre de promesses. Alors chez Réseau Entreprendre, on aime bien faire des promesses, on aime bien aussi tenir les engagements. Le premier point, c'était ce qu'apporte la gouvernance, à quoi elle sert. Et donc, alors nous, au quotidien, en tout cas moi, chez Réseau Entreprendre, quand on parle gouvernance, j'entends souvent ou régulièrement, j'ai pas envie qu'on discute mes décisions. Cette gouvernance, finalement, la mettre en œuvre, ça doit coûter cher. C'est du temps perdu, c'est pas fait pour nous. On n'a pas vraiment de leçons à recevoir des autres. Chez nous, c'est différent. Voilà, chez nous, c'est différent. Et puis parfois, dans des sociétés familiales, en fait, pour faire partie de la gouvernance, il faut être de la famille. Alors Michel, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, déjà, au niveau des documents sur lesquels nous travaillons, je vais remettre officiellement à votre président, donc Olivier, notre guide APIA. On a un guide APIA qui s'appelle « Mettre en place une gouvernance créatrice de valeur en PME ETI ». Et pour compléter ce que vient de dire Alain, tu étais dans le juste et la plupart d'entre nous, chefs d'entreprise, nous posons de façon très légitime ces questions. À quoi ça sert? J'ai pas envie que l'on discute tout ce que j'ai décidé. Probablement, c'était les questions que tu devais te poser également, Olivier, dans la première phase de ton entreprise. Ça doit coûter cher. C'est forcément du temps perdu. C'est pas fait pour nous. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et chez nous, bien sûr, c'est différent parce qu'il faut être de la famille. Alors, une fois qu'on a, je te remets donc officiellement notre guide APIA, une fois qu'on a posé ces différentes questions, qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce que doit et qu'est-ce qu'apporte l'administrateur aujourd'hui? L'administrateur indépendant. L'administrateur indépendant, une de ses missions principales, c'est déjà de briser la solitude du dirigeant. Et tous, dans nos entreprises, quelle que soit la taille de nos entreprises, moi j'ai eu la chance de reprendre une petite entreprise avec le dossard numéro 11, puisqu'il y avait 10 personnes au transport Nicolas lorsque je les ai repris. Et 22 ans après, avec les différentes phases, ce qui m'a permis de connaître la TPE, la PME, l'ETI, nous étions 1800 personnes. Et dans ces différentes phases, forcément, par rapport à ce que vient de vous dire Olivier, j'ai eu la chance de ne pas être malade, de ne pas avoir cette mauvaise nouvelle que tu as pu avoir, mais par contre d'anticiper justement cette organisation, parce qu'à 11, bien sûr que je pouvais avoir les 3 pouvoirs et ça ne posait aucun problème. Par contre, lorsqu'on est arrivé à d'autres paliers, c'était assez difficile d'avoir tous les pouvoirs et vous l'aurez facilement compris. Briser la solitude, ça veut dire également... pour cet administrateur indépendant, parce qu'on fait tous partie, sous une forme ou sous une autre, de réseau ou d'organisation, ou même dans notre conseil, si on a une organisation dans nos entreprises, alors qui peut s'appeler comité stratégique, comité ad hoc, peu importe, l'administrateur indépendant, comme nous l'entendons et comme nous sommes formés chez APIA, intervient avec bienveillance, mais sans complaisance. C'est-à-dire que de par les formations que nous avons, nous devons être, en face du chef d'entreprise, disponibles, courageux. C'est-à-dire que si le problème dans l'entreprise, c'est vous, le chef d'entreprise, nous ne sommes pas des consultants, donc on doit être capable de vous dire, Monsieur le Président, ou Alain, ou Hervé, ou peu importe, le problème dans l'entreprise, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que tu t'es trouvé dans la situation, tu as commencé ton entreprise, et puis tu es en train de ne pas te rendre compte, justement, du développement de ta société, et tu vas dans le mur.
Pour dire ça, vous ne dites pas ça à un copain, parce que vous risquez de vous trouver quand même dans une situation pour aller dire à quelqu'un, le problème c'est toi. Donc le rôle de l'administrateur indépendant, c'est briser cette solitude, être capable à tout moment d'avoir l'objectivité qu'ont pas forcément les autres membres du conseil. Parce que les autres membres du conseil, si ce sont des membres de la famille, n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Le deuxième point important du rôle de l'administrateur indépendant, c'est justement de contribuer à accélérer cette croissance en encourageant la réflexion, c'est-à-dire mettre de la hauteur, donner du temps long, parler de stratégie, et puis surtout l'écrire, parce que le chef d'entreprise, la stratégie dans sa tête, il l'a. Mais pour pouvoir donner du sens, pour garder d'abord nos talents et pour les attirer, parce que les uns comme les autres, je ne sais pas dans quel type d'activité vous êtes, mais il est clair que dans nos entreprises aujourd'hui, on a besoin de les garder, nos talents, et on a besoin de les attirer. Pour les attirer, il faut donner du sens. Et pour donner du sens, quelque part, il faut donner de la lisibilité, il faut donner de la visibilité. Et le fait de pouvoir en discuter avec une personne qui n'est pas opérationnel dans l'entreprise, qui n'est pas actionnaire non plus dans l'entreprise, ça permet de pouvoir le faire d'une façon un petit peu plus ouverte. Le troisième point, c'est concilier les intérêts des parties prenantes, c'est-à-dire que ce soit en famille ou que ce soit avec nos associés. Il est clair que l'administrateur indépendant joue le rôle très souvent de médiateur, de catalyseur, pour éviter que pour un souvent malentendu, où l'origine n'est pas forcément la même pour les deux personnes, on met en péril la société. Donc on pourrait également en venir. Et puis, surtout, le dernier point, je veux dire, c'est partager la confiance. Vous avez compris qu'avec l'administrateur indépendant, on est obligé de travailler en confiance parce que c'est la personne avec laquelle, si je vais prendre l'image une image, c'est ton miroir, c'est votre miroir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec lequel, à tout moment, vous pouvez partager un certain nombre d'éléments. Et on l'a vu dans cette période de la Covid, où les patrons de sociétés, quelle que soit la taille, à un moment se retrouvent seuls dans leur bureau et ont besoin de partager. Et vous savez, quand on partage, par exemple, un des thèmes qu'on a dans nos cahiers, l'indisponibilité du dirigeant, le partager avec ses collaborateurs, ça peut les mettre dans le doute. Putain, le chef, s'il réfléchit là-dessus, il est peut-être malade. Et même, très souvent, moi j'ai vu avec les chefs d'entreprise, c'est même délicat pour en parler en famille. Parce que si tu commences à te poser ces questions-là en famille, quelque part la famille peut dire mais il est malade ou il y a un problème particulier. Donc ces sujets-là, c'est sûr que ce miroir vous permet de pouvoir en parler en toute confiance. Merci Michel. Je crois qu'avec ces quelques témoignages, on comprend effectivement ce qu'elle apporte, cette gouvernance. Très bien. Alors, en même temps, au quotidien, moi, je rencontre aussi des entreprises à qui on parle de gouvernance, qui souvent pour elles est un trop grand mot pour elles au moment où on leur en parle, en tout cas. Et donc, j'ai parfois un point à régler, en fait. C'est que ces entreprises me disent, mais en fait, cette gouvernance qui nous paraît surdimensionnée, ne vient-elle pas finalement contrarier un peu l'agilité que je me dois d'avoir et que je me dois d'avoir en particulier dans la situation que nous vivons actuellement? Et donc, je me tourne vers Solange, qui peut peut-être nous apporter une première réponse à cette question. Oui, bonjour à tous. Je vais, pour répondre à cette question, vous partager mon expérience de directrice générale dans une société à conseil d'administration qui réalisait à l'époque des faits un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au conseil des actionnaires, le président fondateur, un fonds minoritaire et plusieurs administrateurs indépendants. Alors déjà, par rapport à cette question de l'agilité, ma conviction, c'est que ce sont les mauvaises décisions et les conséquences des mauvaises décisions qui sont le plus grand danger pour l'agilité de l'entreprise. Or, une bonne gouvernance, une gouvernance efficace, par l'espace d'échange et de réflexion qu'elle offre à l'entreprise et à ses dirigeants, elle permet de prendre de meilleures décisions pour tous les sujets stratégiques de l'entreprise, pour les investissements, pour la croissance externe, pour les choix des femmes et des hommes clés aussi, pour tous les sujets stratégiques. Et dans l'entreprise, nous avons rencontré une grosse crise suite à la perte d'un partenariat très important qui représentait un très gros actif
de l'entreprise et aussi de son plus gros client, simultanément. Donc une crise qui mettait en danger la pérennité de cette entreprise. Quel a été le rôle du Conseil dans cette situation ? D'abord, de dépassionner les débats. Parce que quand on vit ça, quand on le prend en pleine figure, c'est pas toujours facile, les discussions entre les actionnaires, les dirigeants exécutifs, même les actionnaires entre eux. Et le premier rôle du Conseil, c'est de dépassionner parce que lui, et notamment les administrateurs indépendants, sont extérieurs à tout ça. Ils le vivent avec plus de recul. Et quand le Conseil existe déjà depuis longtemps, y compris la présence du fonds, du représentant du fonds dans le Conseil, il y a de la transparence qui s'est instaurée, il y a de la confiance. Donc on peut aborder toutes ces questions-là. La deuxième aide, et celle-là, elle a été d'une immense valeur, c'est que le Conseil a challengé le plan que proposait l'équipe dirigeante pour reconstruire l'entreprise. Un plan qui était très bien fait, qui prévoyait de très grandes transformations, qui prévoyait d'aller chercher des compétences nouvelles et qui prévoyait aussi un délai avant que les affaires reprennent. Le délai qui était prévu, c'était 6 mois avant que les affaires commencent à reprendre. Et le Conseil a vraiment challengé et a pris une position et a amené cette équipe du Conseil à un constat, c'est que 6 mois, c'était trop court. C'était beaucoup trop court et que si le plan était exercé tel qu'il était, l'entreprise ne pouvait pas tenir, n'avait pas les moyens financiers de tenir. La position après discussion qui a été retenue, c'est qu'il fallait prévoir 1 an avant que les affaires reprennent, ce qui conduisait évidemment à des décisions extrêmement difficiles et notamment un PSE beaucoup plus agressif. Et vous savez, en tant que dirigeant, si vous l'avez vécu, ce sont bien les décisions les plus difficiles que de décider de se séparer de collaborateurs, d'autant que quand on a construit un premier plan de transformation, on a déjà été un peu loin dans les choix. On a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, et là, il fallait vraiment aller plus loin. Et ça a été vraiment une décision extrêmement bénéfique en l'entreprise, puisque dans la réalité, il a fallu un peu plus d'1 an pour que les affaires reprennent. Et enfin, le dernier rôle du Conseil, c'est de soutenir les dirigeants. C'est de challenger de manière exigeante et de manière bienveillante, mais en soutenant les dirigeants. Et le résultat de tout ça, c'est que tous ces échanges, ça permet d'avoir pris une décision dont on est convaincus tous que c'est la meilleure, et du coup de mettre toute l'énergie avec finalement une relative sérénité pour mettre en œuvre et avec toute l'agilité nécessaire à l'entreprise pour que ça fonctionne. Donc le résultat de tout ça a été extrêmement positif puisque l'entreprise a cru et a même multiplié par 3 son chiffre d'affaires dans les 5 ans avec nous. Et je vais faire un petit clin d'œil parce que dans la salle, j'ai retrouvé ce matin quelqu'un qui est une des compétences qui a été recrutée dans ce plan de transformation et qui est devenu entrepreneur et qui est lauréat de Réseau Entreprendre à l'île d'Oléron. C'est Gilles qui est dans la salle, patron de Retour de plage. Et je lui fais ce clin d'œil parce qu'il fallait aussi trouver des compétences et il a été un immense artisan de cette reconstruction. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ça n'évite pas tout, une gouvernance. Ça n'a pas évité de traverser une grosse crise. Hein. Mais en revanche, ça permet vraiment de prendre des décisions réfléchies, challengées, dépassionnées, qui sont les meilleures pour l'entreprise. Merci Solange. Merci beaucoup. Alors, ce que j'entends quand même de commun dans vos histoires, au fond, et je parle de celle d'Olivier, et ce que tu viens aussi de nous expliquer, Solange, c'est qu'en fait, il y a quand même une route un peu commune avec, sur le passage,
ce grand pont de la gouvernance, puisque en fait on entend dans les deux cas à la fois un péril, hein, tout ça, ça commence un peu par quelque chose d'assez difficile au fond, alors selon les cas c'est plus ou moins critique, et puis de l'autre côté du pont il y a la performance, et puis en fait la gouvernance finalement c'est le pont qui vous a permis les unes et les uns et les autres de passer de ce péril que chaque entrepreneur peut rencontrer à la performance finale, et ce que j'ai retenu et noté parce que ça me semblait être des mots-clés qu'on retrouve, c'est dépassionner les débats. Alors j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, dépassionner le débat, parce qu'avant tout, on a parfois des réactions un peu reptiliennes hein, sur ces sujets. Prendre du recul aussi, c'est un des mots-clés, je pense, que je voulais aussi reformuler. Et puis, probablement quelque chose que l'on partage et que l'on a en commun entre l'APIA et Réseau Entreprendre, c'est ce soutien et cette exigeante bienveillance pour les dirigeants. Donc merci encore, en tout cas, pour vos témoignages. Et puis, je voulais aussi repasser la parole à Jean-Luc pour, dans le même état d'esprit, avoir aussi son retour d'expérience sur ce sujet. Oui, mon retour d'expérience va être par le biais d'un exemple qui finalement est assez similaire à celui que vous avez cité, Solange, dans le cas d'une start-up. C'est une start-up qui a été fondée par deux femmes il y a quelques années, qui étaient spécialistes de l'accompagnement des personnes à domicile. Et leur solution, en quelque sorte, ça a été de numériser un des process de ce métier qui reste largement manuel, sur le marché. Et cette société a voulu donner une impulsion supplémentaire en 2020, donc a fait une levée de fonds dans laquelle sont rentrés deux fonds, un fonds VC, Venture Capitalist, plus un fonds filiale d'une grande banque française, et deux business angels, dont moi. Et donc on a mis en place, au moment où nous sommes entrés dans le capital, un comité stratégique. Ça, c'était en 2020. Et dès le début de la mise en place de ce comité stratégique, d'ailleurs on reviendra là-dessus, mais les termes de la gouvernance sont inscrits dans le pacte d'actionnaires. Et dès le départ, on a imposé, avec l'autre business angel, au fond, et on a convaincu les dirigeants et imposé au fond la présence d'un administrateur indépendant, qui est rentré donc début 2021. Au passage, c'est quelqu'un de l'APIA, un membre de l'APIA, il faut le dire. Et donc la société est sur ses rails et on se retrouve en avril 2021 et là, patatras, une des deux dirigeantes et fondatrices part de la société. Et c'est pas du tout lié à une problématique de business, c'est lié à une problématique de mésentente entre les deux fondatrices. Qu'est-ce qu'on a fait immédiatement après ce départ? Avec la dirigeante, le comité stratégique à travailler à la réorganisation de la société, à la réorganisation des différentes fonctions. Et là, l'administrateur indépendant, le membre indépendant de board, a joué pleinement son rôle. Il a été très impliqué. On a mis en place un suivi et un contrôle financier qui n'était peut-être pas suffisamment rigoureux avant et qui a été mis en exergue aussi par le départ de l'autre dirigeante. Et plus généralement, on a assuré un soutien. Et pour finir, on a aujourd'hui des réunions mensuelles. Donc tout ça, c'est pour montrer un exemple de situation où un board a eu une véritable valeur ajoutée, non seulement dans le temps, par l'ensemble de ses actions classiques, mais également en étant le socle au moment où il y a une crise qui se produit dans la société. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous pour ce premier chapitre, en fait, illustré à merveille par vos différents témoignages. Alors maintenant, je me tourne à nouveau vers Olivier, en fait, avec une question, finalement. La gouvernance dont nous parlons ensemble aujourd'hui, en quoi est-elle différente, finalement, de l'accompagnement Réseau Entreprendre ? Si je reprends mes trois exemples tout à l'heure, sur ces trois bulles, finalement, du pouvoir souverain, du pouvoir exécutif et puis du pouvoir de surveillance, en fait, et que le dirigeant, au départ, il a entre ses mains ces trois pouvoirs, et puis il les tient, il les lâche pas. En fait, philosophiquement, on pourrait dire que l'accompagnement de Réseau Entreprendre, il ne faut pas trop leur dire aux lauréats, parce que autrement ils ne vont pas vouloir, mais c'est un peu de la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnateur de Réseau Entreprendre, est-ce que ce ne serait pas le conseil de surveillance du lauréat ? Parce que quand on regarde en fait ce que fait l'accompagnateur, en fait l'accompagnateur il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas actionnaire de la société, il est là dans la bienveillance, on en a parlé tout à l'heure, il n'est pas à l'opérationnel,
il n'est pas actionnaire, vous voyez. Donc en fait, sans le savoir, d'ailleurs, il ne faut pas leur dire d'ailleurs, mais en fait, on aide les lauréats à mettre en place leur gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnateur qu'on leur donne, en fait, c'est leur conseil de surveillance. Alors, c'est un mini conseil de surveillance, voilà, ils ne le savent pas, mais je trouve que c'est d'ailleurs peut-être sans doute pour ça que ça marche si bien chez Réseau Entreprendre. C'est parce que en fait, notre accompagnement, qui joue un peu le rôle de la surveillance, permet d'avoir l'effet de miroir que donne un conseil de surveillance plus tard. D'ailleurs, dans les programmes, donc ça, on parle du programme START, donc je mets un accompagnateur qui finalement, ça devient une bulle, puis bon, on laisse le créateur avec ses 2 bulles de l'actionnariat et de l'opérationnel, s'il veut encore quelques années. Mais voilà, il a son conseil de surveillance, et au bout de 2 ans, son accompagnement étant terminé, et parfois, on leur dit, mais vous pouvez participer au programme Booster, au programme Croissant, vous savez, les programmes qui vous permettent de grossir, mais on leur dit, là, tu vas mettre en place une surveillance. Tu vas mettre en place une gouvernance, et même ceux qui ne veulent pas de ces programmes-là, on leur dit, à la fin de l'accompagnement, normalement, au dernier rendez-vous, si c'est bien fait, normalement, au dernier rendez-vous, on dit aux lauréats, voilà, l'accompagnement est terminé, maintenant, comment tu t'organises? Comment tu mets en place ta gouvernance? Donc en fait, on pourrait dire que globalement, Réseau Entreprendre, alors je ne suis pas persuadé, j'aimerais bien en parler avec les créateurs, je ne suis pas persuadé qu'ils avaient conscience de ça, mais globalement, en fait, l'accompagnement de Réseau Entreprendre, c'est mettre en place une surveillance dès la création de l'entreprise. Vous voyez, c'est quand même très intéressant. Je ne pense pas qu'il faille en faire de la communication, parce que ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de porteurs de projets qui aient envie de venir chez nous. Si on leur dit « venez chez nous, on va mettre en place une gouvernance », non, ça, ils ne vont pas vouloir. Mais en gros, c'est un peu ça. Et finalement, je ne trouve pas tellement de différence entre l'accompagnement de Réseau Entreprendre et finalement un conseil stratégique ou un conseil de surveillance plus tard quand l'entreprise sera plus grande. Merci Olivier. Écoutez, je vous propose maintenant d'ouvrir le 2e chapitre, en fait. Et quand on a préparé ensemble ces échanges, en fait, on s'est dit, mais bien sûr, on va parler de gouvernance, mais on est obligé aussi de voir ça en dynamique, finalement. Et la question qui est venue, c'était pourquoi cette gouvernance, elle devient incontournable dans un monde qui change. Alors, le monde qui change, évidemment, chacun, ça peut faire écho à différents cas de figure pour les uns et les autres. Mais là aussi, de manière pratique, je reviens vers Solange, à nouveau, afin qu'elle puisse nous développer et tenter de répondre à cette question. Pourquoi c'est incontournable dans ce monde qui change ? Alors la gouvernance, elle a 3 préoccupations majeures qui sont incontournables dans un monde qui change. C'est la stratégie, 2, la maîtrise des risques, et 3, le projet de l'entreprise. Donc la stratégie, c'est la mission première d'une gouvernance, d'un conseil. Et les changements, c'est l'occasion de nouvelles opportunités, de nouvelles menaces, et puis aussi de barrières. Donc, nouvelles opportunités, on voit bien le digital, les nouveaux modes de consommation, les nouvelles mobilités. Dans tous les domaines, il y a plein d'opportunités. Les menaces sont aussi plus nombreuses, y compris, par exemple, des menaces de concurrence. Des concurrents peuvent aller plus vite que vous sur, par exemple, la protection de l'environnement et prendre votre place plus rapidement peut-être que dans le passé, où de nouveaux entrants peuvent arriver venant de domaines assez différents. Et les barrières, ça peut être des pratiques jusque-là habituelles ou tolérées qui deviennent complètement insupportables. Donc le rôle du conseil par rapport à ça, c'est de s'assurer que la stratégie se nourrit de tous ces éléments. C'est de challenger, c'est de stimuler la réflexion stratégique par rapport à tous ces événements-là. Et le rôle du conseil, c'est aussi de mettre les sujets sur la table s'ils n'y sont pas. Parce que le rôle de l'administrateur, la responsabilité de l'administrateur indépendant, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc ça, c'est pour la stratégie. La maîtrise des risques,
Alors hier, en écoutant plusieurs intervenants, j'ai pensé à de nombreuses, à des questions qui reviennent assez fréquemment quand on est administrateur actuellement. Il y a beaucoup de liens avec des sujets qui ont été abordés hier. Par exemple, l'activité de l'entreprise est-elle acceptable par son environnement, par la société dans laquelle on vit ? L'entreprise sera-t-elle en mesure de répondre aux évolutions des exigences de ses clients, aux besoins de ses prospects dans leurs appels d'offres ? Quelle sera la valeur des actifs de l'entreprise demain, et des actifs qui vont devenir complètement obsolètes ? Sera-t-elle en conformité avec les évolutions réglementaires ? Et enfin, et ça a été largement évoqué hier, l'entreprise sera-t-elle capable d'attirer et de garder ses talents par rapport à cette quête de sens et à ce critère du sens qui est aujourd'hui le premier pour notamment les jeunes et des moins jeunes qui sont sur le marché. Donc le rôle du conseil par rapport à ça, c'est de challenger et d'éclairer les décisions de façon à ce que l'exposition au risque de l'entreprise puisse diminuer grâce à la préservation des ressources naturelles et grâce aussi à la valeur que l'entreprise est capable d'apporter à ses salariés, à l'ensemble de ses parties prenantes. Et puis, le troisième sujet, c'est le projet d'entreprise. Et ça va beaucoup avec le sens. Le projet de l'entreprise, il découle de la stratégie qui a été décidée. Et au-delà des objectifs chiffrés de la stratégie, il introduit des objectifs beaucoup plus qualitatifs. Il introduit des notions de vocation de l'entreprise, des notions de valeur. Et ce projet, c'est celui qui va entraîner toute l'entreprise, qui va donner du sens, qui va donner envie aux salariés de venir travailler, qui va donner envie aux clients, qui va donner envie aux fournisseurs et à toutes les parties prenantes. Pour construire ce projet, il est impératif que les actionnaires, notamment, donc les fondateurs, expriment leur façon de concevoir leur responsabilité, en fait, d'entrepreneur dans le monde dans lequel on vit, de façon à ce qu'ils puissent ensuite être transcrits en vocation et en valeur de l'entreprise et que l'entreprise dispose d'un projet qui donne vraiment du sens et de l'envie. Et c'est ça le rôle du conseil, en fait. C'est de provoquer ces discussions, de participer à ces discussions pour que cette responsabilité soit réfléchie, qu'elle s'exprime, déjà au sein du conseil et ensuite dans un projet d'entreprise qui sera diffusé en interne et en externe. Voilà. Merci. Pourquoi, d'ailleurs, la gouvernance est incontournable dans ce monde qui change. Merci encore, Solange. Alors, nous convenions il y a quelques instants que les startups étaient des entreprises particulières. Donc, je vais à nouveau me tourner vers Jean-Luc, puisque en fait, ces startups, ce sont des acteurs essentiels dans ce monde qui change. Et puis, Solange nous expliquait qu'effectivement, il y avait 3 grands piliers, stratégie, maîtrise des risques, projet d'entreprise. Et finalement, que retrouve-t-on de cela dans ces startups ? Oui, alors effectivement, on parle de monde qui change. Moi, j'aurais tendance plus à dire monde qui évolue, voire un monde qui se révolutionne. Le changement s'accélère. Et en 2030, l'économie, de manière générale, sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et un point préalable à noter sur les startups, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que celles qui ont atteint, une partie de celles qui ont atteint leurs objectifs, qui ont atteint leur ambition, c'est-à-dire de devenir global, sont elles-mêmes actrices du changement et le provoquent. On peut prendre comme exemple Airbnb qui a révolutionné le monde de l'hôtellerie, ou Uber qui a totalement révolutionné le transport par taxi habituel dans les grandes capitales. Alors si on se focalise sur les startups qui ne sont pas encore à cette phase,
elles ont, comme toutes les autres sociétés, et comme le disait Solange, elles ont intérêt à avoir une gouvernance solide pour faire face aux changements brutaux. Ce qui est intéressant avec les startups, c'est que, en fait, elles font face à un paradoxe. Elles sont d'une part capables de pivoter beaucoup plus vite, et d'autre part, elles ont peut-être moins la capacité de recul que d'autres sociétés. Pourquoi elles sont capables de pivoter plus vite ? Parce que c'est des entreprises souples et agiles, et si elles doivent changer leur modèle, elles peuvent le faire assez rapidement. Mais ça, c'est une fois que la décision est prise. Et pour prendre cette décision de pivoter, il faut avoir cette capacité de recul. Et là, on se retrouve à nouveau dans la situation classique des startups. Vous avez des dirigeants qui sont focalisés sur la mise en œuvre de leur solution et qui n'ont pas un accompagnement, ou voire même les fonctions en interne que pourrait avoir une PME ou une ETI, qui même sans parler de board ou de gouvernance. J'ai un exemple en tête qui n'est pas celui d'une société, mais qui est celui d'un secteur, celui de la cybersécurité. Aujourd'hui, 160 milliards d'euros en 2020, secteur qui va être amené à doubler dans les 5 ans qui viennent. Et ce secteur, il est par nature global. Vous avez en France des dizaines de startups, voire je pense des centaines. D'ailleurs, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans ce domaine. Et qui vont très vite. Certaines sociétés ont des solutions qui sont très innovantes. Il n'empêche que la France est loin d'être le marché le plus innovant en termes de cybersécurité. Il y a bien entendu des marchés nationaux qui sont beaucoup plus innovants. Les États-Unis, évidemment. Je ne parle pas de la Chine, cas particulier, mais même des marchés beaucoup plus petits, comme Israël. Et dans ce secteur, plus que dans d'autres, si vous mettez en œuvre une nouvelle solution innovante en tant que start-up et que vous n'avez pas un organe, un board qui vous permet de prendre du recul, qui vous aide à réfléchir, qui vous aide à anticiper d'éventuels changements brutaux, ben vous serez peut-être, vous prenez des risques d'être marginalisé très rapidement. Parfait, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, je vais te laisser la parole sur la suite des interventions. Alors, à cette étape, je pense qu'on a bien compris à quoi elle servait, cette gouvernance. On vient d'évoquer ensemble en quoi elle est incontournable dans ce monde qui change. Et la question, au fond, à laquelle nous devons maintenant répondre, c'est comment ? Comment peut-on mettre en place cette gouvernance ? Alors, sans parler de recettes, évidemment, qu'est-ce que tu peux nous donner déjà les premières clés ? Oui, merci. Merci, Alain. Là, on dépasse le cadre des startups. Je reprends ma casquette d'ex-chef d'entreprise PME et dirigeant de TI. La mise en œuvre de la gouvernance, en fait, c'est une question qui est très large. Alain, on pourrait y passer certainement quelques heures. C'est pour ça que je te la confie, Jean-Luc. Non, au contraire, je vais essayer d'être synthétique. En fait, la réponse à cette question, elle dépend de plein de critères. Moi, j'en regroupe 3. Un, ça dépend... Je les regroupe en 3 critères. Un, ça dépend de l'actionnariat. Comment est constitué l'actionnariat de la société ? Est-ce que ce sont 2 fondateurs qui sont des dirigeants, des actionnaires exclusifs ? Est-ce que c'est une entreprise familiale dans laquelle les dirigeants doivent rendre compte à des comités de famille ? Est-ce qu'il y a des investisseurs financiers externes ou pas ? Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est les objectifs du dirigeant et du principal actionnaire, qui peuvent être la même personne, mais pas forcément. Est-ce qu'on est dans une situation où on est un dirigeant qui a besoin de soutien ? Est-ce qu'on est à l'opposé dans une entreprise familiale dans laquelle il y a un dirigeant qui part dans tous les sens et la famille se dit « Oula, on est en risque » et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un board qui le canalise. Donc ça, c'est le deuxième principal critère. Le troisième, c'est la maturité de la société. Est-ce qu'on est dans une société qui est en création, une start-up ? Est-ce qu'on est une PME qui est sur ses positions et qui souhaite les garder ? Est-ce qu'on est sur une ETI ? Est-ce qu'on est dans une ETI qui prend des positions et qui veut prendre des positions internationales ? Voilà, ça, c'est les 3 premiers critères sur lesquels on doit se baser. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Si on est une SA, c'est naturel. On va avoir soit un conseil d'administration, soit une gouvernance binomiale qui sera avec un conseil de surveillance et un directoire. Je pense qu'ici, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de SA. On est tous en train de parler de SAS. Et c'est là qu'on met en place
Alors, ce qu'on peut appeler un comité stratégique, un conseil de surveillance. Je rebondis sur ce point. Moi, personnellement, mais c'est un point de vue tout à fait personnel que j'assume, j'aime pas trop le terme conseil de surveillance, parce que je trouve que le conseil de surveillance, le mot fait qu'on surveille, alors que un board, dans mon esprit, doit avant supporter, au sens aider. Mais on pourra en reparler, Olivier. En tout cas, dans tous les cas, nos préconisations à l'APIA, c'est de donner un caractère officiel à ce comité stratégique. Alors, quand c'est un conseil d'administration, c'est la loi. Quand c'est un comité stratégique ou équivalent, la plupart du temps, on va soit l'inscrire dans les... Enfin, on préconise de l'inscrire dans les statuts ou, ce qui se fait de plus en plus, dans le pacte d'actionnaire. Le pacte d'actionnaire va inclure des clauses qui parleront de la gouvernance. Et c'est peut-être là la différence avec l'accompagnement, le mentorat ou autre, c'est que quelque part, la vraie gouvernance débute lorsque on officialise. Avant, ça peut être de la pré-gouvernance, mais en tout cas, si on peut mettre une frontière, c'est à cet endroit. Et alors, on pose souvent la question, c'est quand le faire ? Je crois que la réponse, pour nous, elle va être assez unanime, c'est le plus tôt possible. Suivant l'adage, organisez-vous avant qu'on vous organise de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui reste ? Une fois qu'on a répondu à ces questions, qu'on a réfléchi à la forme qu'on veut donner, il y a les pouvoirs qu'on va donner à ce comité. Ça dépend à nouveau des objectifs, mais là je reprends ce que disait Solange, la stratégie, le contrôle des comptes, éventuellement des points RH, type rémunération des dirigeants, le suivi des risques, et de plus en plus la RSE. Et la dernière question, c'est qui on y met. Nos préconisations, c'est d'y mettre finalement tous les représentants, enfin pas tous les représentants des actionnaires, mais en tout cas, il faut que les différents blocs d'actionnaires soient représentés. Sinon, ça peut, à un moment ou à un autre, poser problème. La direction exécutive ou une partie de la direction exécutive et un ou plusieurs administrateurs indépendants qui apporteront de l'équilibre et qui se focaliseront avant tout sur l'objet social de la société. Voilà quelques éléments sur la mise en œuvre. Alors, j'ai peut-être deux petits exemples très rapidement. Je t'en prie, Jean-Luc, bien sûr. De mise en œuvre. Premièrement, une société qui cherchait à lever des financements, une société présente dans le secteur de la sécurité, une petite PME, qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui voulait se développer. Et le fondateur, unique actionnaire, a voulu se financer sans diluer son capital. Donc il a fait appel à des investisseurs, à 3 investisseurs dont je fais partie, et on a mis un contrat d'obligation en place. Donc quelque part, on prête de l'argent sous une forme obligataire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé de mettre en place un board dans lequel on est présent, et on a mis une clause à l'intérieur de ce contrat d'obligation. Voilà, ça c'est une adaptation. C'est une adaptation à ce que je disais tout à l'heure sur la présence de la clause de gouvernance dans le pacte d'actionnaires. Autre exemple, pour finir, c'est une société qui est une ESN de 200 personnes à peu près, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a voulu lever des fonds et a fait rentrer donc un fonds dans son capital. Et le dirigeant a demandé au fonds que dans le comité stratégique, il soit prévu dès le départ qu'il y ait des administrateurs indépendants. Et c'était même une condition pour que le fonds puisse rentrer dans son capital. Donc il a mis ça très en amont dans les négociations. Donc on est deux administrateurs indépendants présents aux côtés du dirigeant, et on pense qu'on apporte de la valeur en plus de ce que pourrait apporter le fonds, qui est quelque part plus du contrôle. Merci Jean-Luc d'avoir commencé à répondre à cette grande question de manière pratique à travers les quelques exemples. C'est exactement ce qui était attendu dans les échanges. Alors, je vous propose peut-être juste de passer la parole à Olivier pour venir nous apporter également des réponses sur ce point. Très rapidement, peut-être en 1 minute chacun, Olivier, puis Michel, afin qu'on puisse rester dans notre timing. Non, je ne vais pas y arriver en 1 minute.
Alors, d'abord, je réponds à la question de Jean-Luc. Effectivement, je parle de conseil de surveillance ou comité stratégique. Je me la joue un peu. C'est vrai que c'est plutôt un comité stratégique qu'un conseil de surveillance. En fait, la question, c'est comment mettre en œuvre sa gouvernance. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la partie du pouvoir opérationnel, c'est fait. Vous avez mis un directeur qui s'est décidé que quelqu'un serait à l'opérationnel. La partie actionnariale, elle est faite, puisque de toute façon, vous savez bien qui est actionnaire, il y a peut-être un fonds, il y a peut-être machin, et puis le majoritaire décide. Donc en fait, ces deux bulles-là, elles sont réglées, quoi. Il reste le conseil de surveillance stratégique, je ne sais pas. D'ailleurs, Antoine Mariot, il parle du grand C, comme ça, lui, il n'a pas traité. Il n'a pas dit c'était la surveillance ou c'était le stratégique, il parle du grand C. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qui mettons dans ce conseil. Et en fait, ceux qui y ont travaillé, en fait, ils sont assez clairs. Et moi, je me suis conformé à ce qu'ils disent. La première, on y met bien sûr des actionnaires. Voilà. Mais pas que. Hein. Alors, 1 ou 2 représentants des actionnaires. La deuxième, on y met quelqu'un de la filière. C'est-à-dire qu'on y met soit un sous-traitant, soit un client, soit quelqu'un qui connaît bien le métier technique. Vous voyez, par exemple, chez nous, on a... Donc nous, on travaille dans l'énergie, etc. Et donc nous, on a mis un maître d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui... Alors, il ne nous apporte pas d'affaires, hein, c'est pas pour qu'il nous apporte des affaires, c'est parce qu'il a une bonne connaissance de notre filière. Vous voyez, donc, on met un actionnaire, quelqu'un de l'actionnaire, ça peut être 2 personnes, quelqu'un de la filière, un sous-traitant ou un client, par exemple. Et puis, le troisième, bien sûr, c'est l'administrateur indépendant. Voilà, c'est assez amusant parce que, en fait, en travaillant sur la gouvernance, je me suis rendu compte de l'importance de l'administrateur indépendant. C'est-à-dire que l'administrateur indépendant, c'est celui qui peut dire aux dirigeants de la société, ben, en fait, c'est toi qui es nul, quoi. Voilà. Donc en fait, le problème de ta boîte, c'est qu'il faut que tu dégages. Voilà. Et qui peut le dire ? C'est pas l'actionnaire, s'il lui dit bah, c'est fini, quoi. Enfin, personne ne peut le dire. Mais là, l'administrateur indépendant, il sait qu'il peut être viré, mais en fait, il l'aura dit, quoi. Donc c'est la première chose. Cette indépendance, finalement, de l'administrateur indépendant, s'il fait bien son job, c'est qu'il peut dire exactement ce qu'il veut. Et en fait, il a ce regard extérieur. Et je me souviens en avoir discuté avec Antoine Mariot d'ailleurs de ça en disant et si tu trouves un gars qui te sort un peu de ton quotidien, qui est un peu disruptif, c'est encore mieux. C'est-à-dire un administrateur indépendant qui vient, par exemple, alors pour nous, ça pourrait être, je sais pas, de l'art, je sais pas, d'un métier complètement différent. Et en fait, il rentre et il dit, bah, il va avoir des mots assez crus sur ce qu'il voit de nous, quoi. Vous voyez ? Et une fois qu'on a fait ça, donc le grand C est fait, j'ai mon équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que donc nous, on a ce grand C est en place, et donc on a traversé la période du Covid avec le grand C, quoi. Et en fait, la première réunion du grand C en période de Covid, on a dit on va faire un tour de table, voilà, de comment chacun vit. Alors nous, on avait préparé avec mon DG, on va expliquer au conseil que c'était super chaud, quoi, hein, parce que nous, on a quand même perdu 7 millions d'euros d'activité, et on avait 260 personnes au chômage partiel, donc c'était quand même assez chaud. Et donc, on a dit, mais nous, on a plein de trucs à leur dire, je ne sais pas s'ils vont nous aider, ça. Et donc, mais on n'a pas parlé en premier, on a fait le tour de table. Et en fait, chacun a raconté ce qu'il vivait dans sa boîte, dans sa vie, etc. C'était tout à fait extraordinaire parce que nous vivions exactement la même chose, tous ensemble. Et en fait, quand ça a été à nous de parler, bah finalement, ça devenait, bah oui, mais c'est pareil pour tout le monde, quoi. Et donc, en fait, ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que le conseil nous apportait aussi ce qu'il vivait, alors que normalement, il est là pour nous, mais là, il nous a apporté ce qu'il vivait, voyez. Et donc, à partir du moment où vous avez décidé de mettre en place un conseil, à partir du moment où vous avez choisi les personnes que vous mettriez dans ce conseil, vous pouvez vous faire aider pour choisir, hein, parce que c'est quand même intéressant. Je pense qu'après, vous avez un retour qui est tout à fait extraordinaire. Merci Olivier. Alors moi, j'ai adoré ce grand C qui fait un pied de nez au Covid, en fait. Je crois que c'est vraiment une belle image. Michel, j'avais promis de te passer la parole également sur ce sujet. Bien. Par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de l'APIA, vous avez compris qu'on est plutôt dans l'efficacité plus que ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire les textes. De façon plus générale, une société, quelle que soit leur taille, les sociétés que vous dirigez, une société, elle se crée
elle se développe et à un moment, elle se transmet. Ça ne va pas être un scoop de vous dire, tous autant que nous sommes dans cet amphi, probablement que dans 100 ans, vous ne serez plus à la tête de votre société. Ça, c'est pas un scoop. Ce qui veut dire que quelque part, ça se prépare. Et ça se prépare, je pense que Jean-Luc a été très clair sur les différentes phases, Olivier sur le vécu également dans sa société. Aujourd'hui, on peut parler de comité, on peut parler de conseils. Alors c'est vrai que dans une SA, vous avez des éléments qui sont contractuels. La plupart des sociétés aujourd'hui sont SAS, donc bravo à la réglementation. C'est-à-dire on a vraiment isolé le président de la société, puisque dans une SAS, à la limite, tu as tous les pouvoirs. Donc on a vraiment isolé le chef d'entreprise. Donc moi, j'insiste sur ce qu'apporte cet administrateur indépendant, qui plutôt, moi je vois dans mes sociétés ou dans les rôles que j'ai d'administrateur indépendant, je n'ai pas de personne du monde de la logistique ou du transport. Et moi, à l'inverse, mes mandats d'administrateur indépendant sont dans des sociétés qui sont complètement différentes. Ce qui veut dire que quand on fait le tour de table, ce qui est une très bonne chose pour commencer donc nos rencontres, partager avec ses pairs des sujets, mais qui ne sont pas des sujets opérationnels, c'est très enrichissant. Donc l'objectif pour moi dans ce terme qui peut être un peu pompeux ou faire peur de la gouvernance, c'est déjà fixer un cadre, être capable en face d'une personne qui n'est pas là pour vous juger une fois de plus, mais qui est capable avec de la bienveillance, mais sans complaisance, comme tu le disais Olivier, et ce que j'ai dit dans mes propos, qui est capable de vous dire, écoute, le problème dans la société, c'est toi, parce que tu cumules les 3 pouvoirs et finalement tu es en train d'envoyer ta société dans le mur. Un consultant ne va pas le dire, un client, il faut qu'il soit prudent, un fournisseur, il risque de partir en courant. Donc je vais dire que nous, on est plutôt à l'APIA, et vous le verrez si vous allez sur notre site, l'ensemble de nos productions, nos cahiers, on a 36 cahiers sur des thèmes, notamment ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, sont libres. Et vous verrez, sur ces thèmes-là, ce sont vraiment les thèmes où, d'ailleurs sur chacun des cahiers, on termine nos paragraphes en disant quelles sont les questions que doit poser l'administrateur indépendant. Et vous-même, dans vos propres entreprises, si vous n'avez pas mis en place ou si vous n'avez pas cette organisation-là, vous pouvez déjà commencer à vous poser ces questions. La question, nous, fondamentale, qui est un petit peu notre boussole à l'APIA, reste quand même l'intérêt social de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si dans les questions tout à l'heure, on rentrera dans ce détail-là, on pourrait y revenir, mais voilà un petit peu, moi, de mon côté, ce que je voulais apporter en complément des deux, de Jean-Luc et Olivier, qui ont quand même déjà bien dépeint le sujet de la gouvernance. Merci en tout cas pour ces témoignages très, très enrichissants. Alors, le chapitre de la gouvernance, il n'est jamais vraiment clos, en fait, donc on va mettre sur pause. On va également vous offrir en conclusion de cette intervention des témoignages d'entrepreneurs qui vont aussi vous expliquer ce qu'ils ont gagné en fait à mettre en place cette gouvernance. Et juste après, je repasserai la parole à Olivier pour la conclusion. On s'est rendu compte que ce qui était très très important, c'était justement les échanges qu'on avait avec eux et en fait la prise de recul et leur capacité à eux à voir des choses que nous, on ne voyait pas. Le bénéfice principal, c'est l'ouverture, de pouvoir se comparer à d'autres industries et d'autres aventures de croissance. L'expérience, bien entendu. Moi, j'y trouve, à titre personnel, un grand bénéfice, c'est d'avoir d'abord une personne à qui parler. Avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai des relations de totale transparence, donc qui est le président du conseil de surveillance. Cette gouvernance aussi, elle a permis, puisque nous sommes en phase de transformation, elle nous a permis de prendre des décisions rapides. Puisque je suis dans une entreprise familiale, ça facilite aussi les discussions entre la présidence et la direction, le père et la fille, qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Les administrateurs jouent aussi un rôle important vis-à-vis des actionnaires familiaux, non présents dans le cadre de l'entreprise, parce que ça les permet de les rassurer, de voir un tiers plutôt bienveillant, observateur, permettant l'échange, et donc quelque part ça les rassure. On sent vraiment qu'on prend de la hauteur. Ça permet de lutter contre la solitude du pouvoir. Donc le bénéfice aujourd'hui, pour nous, il est très positif. La présence d'administrateurs, en fait, est un réel accélérateur. Ça nous permet d'aller plus vite, de nous tirer vers le haut, de nous mettre vraiment dans une dynamique d'action. Cette prise de recul m'a été très très bénéfique et aujourd'hui je n'imaginerais pas avoir une gouvernance sans administrateur indépendant à mes côtés pour pouvoir me challenger au quotidien.
Le bénéfice pour l'entreprise, il est immense. Le dirigeant et le patron. Ce sont d'excellents copilotes, mais vous restez aux manettes. Vous ne perdez jamais le pouvoir. Et enfin, un effet inattendu, mais qui pour moi est important, c'est le fait de se rassurer, car on a parfois l'impression qu'on est confronté à des problèmes difficiles à résoudre. Mais avec du conseil, avec de l'écoute, on arrive à tout. Il faut oser la confiance, parce que la confiance donne des ailes, et le partage permet de faire des progrès sensibles très rapidement. Cher Olivier, protocole oblige. Bon, Je te laisse le mot de la conclusion. Vous avez compris quand même les raisons de notre atelier. C'est quand même mettez en place une gouvernance dans votre société. Au moins, si vous pouviez y réfléchir, ce serait une bonne chose. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui m'a dit que la gouvernance était la meilleure façon de prévenir le burn-out du dirigeant. Pourquoi ? Et alors, je me posais la question, pourquoi ? Et en fait, parce que quand on met en place une gouvernance, eh bien, en fait, on partage les décisions, on partage les idées. Et donc, en fait, quand l'entreprise ne marche pas, eh bien, ce n'est pas la faute que du dirigeant. Il n'a pas à s'en prendre qu'à lui, il a aussi son conseil qui l'a mal conseillé. Donc, il y a un partage, je le dis ou pas, des conneries. En fait, c'est ça l'histoire. Et donc, en fait, quand vous avez compris ça, eh bien, vous avez envie de mettre en place une gouvernance. Vous avez compris, la gouvernance, en fait, c'est quelque chose qui colle à l'entreprise. D'accord ? C'est-à-dire que ça assure la pérennité de l'entreprise, y compris sans vous. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, nous étions laissés un temps d'échange pour vous permettre de poser vos éventuelles questions, puisque vous avez de brillants intervenantes et intervenants face à vous. Monsieur, je vous laisse prendre votre micro. Bonjour. Allô. Oui, vous m'entendez ? C'est bon. Écoute, c'est une question pour Olivier. Tu penses c'est à partir de quelle taille qu'on doit commencer à penser à mettre une gouvernance ? Non mais attends, non mais Tony, t'es arrivé en retard ou quoi ? En fait, non mais l'histoire, c'est pas la taille. C'est le besoin de l'entreprise. C'est la gouvernance, il faut la mettre en place. Alors, le problème, c'est qu'on appelle ça gouvernance. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'accompagnement de réseau. C'est avoir quelqu'un qui fasse un effet de miroir sur les décisions du chef d'entreprise. Comme on le disait tout à l'heure, les décisions du chef d'entreprise, c'est lui qui les prend. D'accord ? Là-dessus, on ne revient pas dessus. Par contre, il faut que cette décision, elle ait été construite avec ses équipes et construite avec quelqu'un qui lui fasse un effet de miroir de l'extérieur. Donc en fait, c'est dès maintenant, dès la création de la société, il faut mettre en place une gouvernance. Et je le redis, les structures d'accompagnement, c'est en fait la première gouvernance des entreprises. Peut-être mettre ton micro, oui. Voilà. Oui, tu expliquais qu'en fait, l'accompagnement individuel, l'accompagnateur, c'est une forme de pré-gouvernance peut-être pour nos lauréats. Est-ce qu'on ne devrait pas, au niveau du réseau entreprendre, se préoccuper de la suite, en fait, de la fin de l'accompagnement, puisque quelque part, ça s'arrête, et aider, ou peut-être dans la fin de l'accompagnement, aider nos lauréats à mettre en place justement cette gouvernance qui pourrait être un peu le prolongement de ce qu'on a fait pendant les 2 ans. Bien sûr. Tu prêches un convaincu. C'est bien sûr qu'à la fin de l'accompagnement, on dit oui, mais on laisse nos lauréats seuls. Mais non, il ne faut pas les laisser seuls. Il faut leur dire organisez votre gouvernance. Alors je vais te raconter quelque chose qui nous est arrivé à Nantes. C'est qu'on avait donc un lauréat qui a été accompagné par un entrepreneur, et puis ensuite il était dans un club, c'est comme ça chez Réseau quoi. Et bien en fait on lui a dit, avec la vitesse que tu prends là, il faut absolument que tu mettes en place une gouvernance, et il a pris 2 personnes de son club. Voilà. Donc bien sûr, ne laissons pas nos lauréats partir, se retrouver tout seuls après Réseau. Et d'ailleurs, moi j'ai fait 4 accompagnements chez Réseau, et bien sur les 4, il y en a 3 que je vois encore. Et en fait, c'est presque embêtant, quoi. Alors, je les vois comme amis, parce que je ne fais pas un accompagnement tous les mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont presque reconnu comme étant l'effet de miroir encore 3, 4, 5 ans après. Vous voyez ? Donc, ça veut bien dire que... Alors, certains, je leur ai demandé, vu la taille, de se mettre en place une gouvernance dans laquelle j'ai demandé à ne pas être, pour différentes raisons. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a un vide du lauréat à la fin de l'accompagnement. Donc bien sûr, il faut les aider à mettre en place une gouvernance.
Michel, tu voulais intervenir? Oui, simplement pour compléter éventuellement, la mise en place de cette organisation, c'est jamais trop tôt, mais par contre, ça peut être trop tard. Merci. Je vous en prie. D'abord, merci pour les interventions. Là, moi, je suis créateur d'une start-up. On a un comité stratégique, on est accompagné par Réseau Entreprendre Maine-et-Loire. Et je confirme, on a fini notre accompagnement là en juin. Puis on nous a proposé de suivre, après 2 ans d'accompagnement, là, de suivre via un comité qui nous accompagnerait. Donc ça se fait. Moi, j'avais une question aussi sur dans notre comité stratégique, on s'est posé la question, puis on voulait faire rentrer des membres plus ou moins spécialistes de la filière. Mais il y a la question de la rémunération. Et ça, c'est une question que je me pose. Un administrateur indépendant ou pas, comment ça se passe? Alors, je laisserai la place après, mais je vais te dire, il faut parler crûment des choses. Voilà, moi, les personnes qui sont dans mon grand C, le président, il est payé 800 € par conseil et les administrateurs, ils sont payés 450 €. Une fois que tu as parlé de ça, c'est terminé, tu vois. Et ça me coûte, tu vois, j'en fais 4 par an. Voilà. Ah oui. C'est pas un sujet, faut pas aller plus loin que ça. Ok, parfait. Michel, tu voulais... Tout à fait, et tout à l'heure, quand j'ai rebondi sur la proposition d'Alain, sur les bonnes raisons de ne pas le faire, et en tant qu'Auvergnat d'ailleurs, vous avez vu, j'ai marqué combien ça coûte, et ça doit coûter cher plutôt. Non, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a repris dans notre guide. Alors, je pense que le prix en tant que tel, si vous voulez, bon, il y a la valeur perçue de la personne qui intervient bien sûr dans vos conseils. On a un cahier à APIA sur cette valeur justement, et nous on se dit qu'aujourd'hui dans cette première approche, parce qu'avant de rentrer dans le cadre de la confiance, il faut du temps, et la confiance ça se construit, et ça se construit de par nos relations. Les fondamentaux, quelque part, on dit, la mise en place d'une organisation comme celle-ci, c'est en gros 4 jours par an. Mais dans la pratique, c'est jamais ça quand tout va bien. Hein. C'est en période Covid, pas tous les jours, mais toutes les semaines, et des coups de fil avec le chef d'entreprise sur des orientations ou sur des moments, d'ailleurs un peu de blues, c'est assez fréquent. En termes de coûts, nous, ce qu'on préconise, c'est un coût, on va dire, à la journée, mais la journée, c'est aussi une préparation, c'est la journée que tu interviens, et puis c'est aussi un compte-rendu, et on est entre 1 000 et 2 000 €. Mais ceci dit, je veux dire que c'est pas fondamental en tant que tel, mais simplement, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des administrateurs qui se disaient administrateurs indépendants et qui le faisaient même gratuitement. Et cette personne, quand j'ai rencontré, elle m'a dit, mais du fait que c'est gratuit et que je suis dans cette famille depuis, alors déjà, il ne faut pas rester trop longtemps non plus. Hein. Tu restes indépendant avec 1-2 mandats, après tu n'es plus complètement indépendant. Et il me disait, comme c'est gratuit, je m'autorise à aller au conseil en n'ayant rien préparé. Alors là, je vais vous dire une chose, quel que soit le prix, il est beaucoup trop cher, hein. Même gratuit d'ailleurs. Oui, Jean-Luc, je t'en prie. Ouais, je voudrais compléter là-dessus. En fait, un administrateur indépendant est normalement pas actionnaire de la société. Hein, ça, c'est un fait. Moi, j'ai une interprétation un peu plus souple, et qui est partagée par certaines personnes. C'est il faut que sa participation soit négligeable au regard du capital de la société et aussi au regard de son propre patrimoine. Parce qu'avoir 0,1% de Google, aujourd'hui, voilà. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que notamment dans les startups, pour répondre à votre question, la loi Pacte a prévu le fait que des BSPCE puissent être fournis aux administrateurs. Donc ce qui était prévu aux salariés auparavant peut être étendu aux administrateurs. Dès lors que ça reste très modéré, ma préconisation personnelle, c'est que c'est quelque chose à regarder de très près. Michel, complément. Oui, en dehors du fait que pour être membre APIA, on est tous parrainés, on a un certain nombre de critères. On a 7 critères, et un des critères, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire que la première chose, tu ne deviens pas administrateur indépendant APIA pour une raison financière. Que ce soit très clair également. Merci pour cette précision importante, Michel. On reste une question peut-être à prendre dans la salle, monsieur ? Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet concernant la mise en place de gouvernance
auprès des startups et notamment dans le domaine de l'économie numérique où pas mal ont des subventions et autres ont un peu de mal à se plier aux règles de gouvernance classique. J'ai présidé le réseau Entreprendre Lorraine pendant 5 ans et cofondé la French Tech Lorraine qui est devenue French Tech Grand Est. Et on avait été retenu par la BPI pour être l'opérateur du Pass French Tech. Et je dois avouer que les startups du numérique, au début, regardaient un petit peu, y compris Réseau Entreprendre, entreprise dite classique et avec pas de commisération, mais enfin de se dire nous on sait et autres. Et donc on avait un peu de mal à mettre en place des gouvernances. Et ceux qui s'en sont rendus compte avant ont bien progressé, mais il y en a qui s'en sont rendus compte un peu tardivement. Mais le fait que quand on leur parlait de BFR, ils disaient bah, pas grave, nous bientôt on va avoir telle subvention ou telle aide, ça n'a pas aidé certains à développer leurs chiffres de manière pérenne. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait et comment Qui souhaite intervenir, répondre à cette question? Je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'il faudrait des incentives au niveau national ou est-ce que c'est un état d'esprit. Je vais me focaliser sur l'état d'esprit. C'est l'exemple en fait. Le meilleur moyen c'est de prouver que les startups qui ont mis en place une gouvernance le plus tôt possible s'en sortent beaucoup mieux que les autres, de manière générale et de façon statistique, parce qu'on trouvera toujours des exemples, des contre-exemples. La réalité, elle est là. La gouvernance, plutôt elle est mise en place dans une société, mieux la société s'en porte, et c'est valable également pour les startups. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui. J'imagine que c'est un constat qui a été fait aussi, que parfois les startups dans le domaine du numérique ont un petit peu plus de difficultés à se mettre... Oui, c'est un constat que vous avez fait aussi, que c'est parfois un peu plus compliqué dans les startups du domaine du numérique de se mettre un peu dans des règles de gouvernance classiques. Ah bah c'est toujours difficile de maîtriser un Mustang qui galope dans la prairie. Non mais je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas. Ah, je vous en prie madame, la dernière question alors. Je suppose qu'il y a aussi des échecs parfois dans la mise en place d'une gouvernance. Et du coup, je me posais la question, quelles sont les clés pour éviter les échecs, peut-être dans le choix des personnes Vaste question. En fait, simplement, il faut se donner des limites de temps. C'est-à-dire que nous, le grand C, il est pour 3 ans. Voilà, au bout de 3 ans, voilà. Mais on est quand même, le chef d'entreprise reste le boss. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans le grand C qui fait pas son boulot ou où ça va pas, il faut qu'il parte, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de discussion. On revient au pouvoir de l'actionnaire. Si le conseil fonctionne mal, l'actionnaire décide que le conseil est dissous et qu'on prend d'autres personnes. Là, il faut être sévère. Hein. Le risque, c'est d'avoir mis l'ami, celui qui te connaît bien, autour de la table. Hein. Et puis, je voulais peut-être rajouter quelque chose. Dans nos bonnes pratiques, nous, on recommande d'évaluer le conseil tous les ans. C'est-à-dire que le conseil fasse sa propre auto-évaluation avec une grille de critères qui permet de vérifier que son fonctionnement a toutes les chances d'être efficace. Voilà. Et un cahier là-dessus. Parfait. Merci. Bravo. Donc il est l'heure de clôturer cette table ronde. En tout cas, je voulais vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à partager ce sujet avec vous. Nous espérons vous avoir donné les quelques clés principales pour avancer dans vos entreprises. Je voulais évidemment remercier toutes nos intervenantes, nos intervenants, Solange, Olivier, Michel, Jean-Luc. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à préparer ce sujet avec vous. Profitez bien de la suite de cette biennale. Souvenez-vous, ça a été dit, il n'est jamais trop tôt pour parler et mettre en place la gouvernance dans vos entreprises. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai juste un dernier point sur lequel j'ai reçu une mission solennelle qui consiste à vous rappeler la suite de cette biennale. Donc, déjeuner à la brasserie du Météore et vous serez accompagné à la sortie de l'IRCAD jusqu'à cet emplacement
Ensuite, à partir de 15h30 et départ de cette même brasserie Météor, les visites de Strasbourg. Et puis, le moment à ne pas manquer, le moment que tout le monde attend, la soirée de gala au Royal Palace de Quivillers. Donc, 18h15, départ de l'Hilton, pour ceux qui sont hébergés à l'Hilton. Puis 18h30, 12 navettes vous attendront. Ne les ratez pas. 18h30, départ place de la Gare. Si vous avez pris les navettes en arrivant en train pour rejoindre l'ENA, c'est au même endroit, vers les drapeaux en dessous du Crédit Agricole pour vous repérer. Voilà pour les éléments essentiels. Donc ne ratez pas le créneau de départ de 18h30. Et à bientôt à toutes et à tous.